C'est souvent difficile, malgré un bon bilan, de décider de ne pas réparer une coiffe. Et irréparable ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt à une arthroscopie, notamment pour avoir le dernier mot sur la réparabilité. Pratiquer un geste de ténotomie du biceps qui peut avoir un bon effet antalgique. Et surtout, dans ces coiffes irréparables, les gestes arthroscopiques ne coupent pas les ponts à une prothèse d'épaule inversée. Alors, cliniquement, il y a des éléments qui sont très importants qui doivent écarter toute idée de réparation. Alors déjà, les patients qui vont trop mal, il faut bien séparer l'épaule paralytique de l'épaule pseudo-paralytique. Un patient qui a vraiment un deltoïde paralysé par une chirurgie antérieure ou plusieurs chirurgies, souvent avec des voies transdeltoïdiennes. Donc ça, c'est à différencier d'une épaule pseudo-paralytique par lésion massive de coiffe. Deuxièmement, c'est très important de ne pas parler de réparation de coiffe quand on a une épaule qui est raide, que ce soit par une capsulite ou par une omarthrose. Deuxième catégorie de patients qui, déjà cliniquement, on peut éliminer l'idée d'une réparation, c'est ceux qui vont bien. Il y a beaucoup de ruptures massives, bien rééduquées, infiltrées, qui vont bien, que ce soit chez le jeune ou chez le vieux, le patient plus âgé. Et enfin, il y a une catégorie de patients qu'il ne faut pas oublier, c'est les patients qui ne sont pas compliants, qui ne sont pas capables de subir une rééducation d'une réparation de coiffe. Et ça, ce n'est pas si rare que ça. Alors, il faut pas. On voit beaucoup de patients qui arrivent avec des IRM directement, sans bilan radiographique. C'est très important d'avoir des radios standards, comparatives, bilatérales, pour principalement étudier l'excentration. Donc c'est important de savoir qu'on n'a pas une excentration sur une rupture d'un tendon. Donc il faut avoir au moins 2 tendons de coiffe pour avoir une excentration. La classification d'Amada fait la synthèse un peu de tout ça. En gros, à partir du stade 4, où on a un contact acromial et un pincement glénoméral, il faut pas partir sur une réparation de coiffe. L'arthroscanner, l'IRM, donc ont un intérêt particulier. Il faut savoir que l'IRM surévalue souvent les lésions de coiffe. On a beaucoup de lésions partielles qui sont interprétées par les radiologues comme des ruptures transfixiantes. Et en fait, souvent, c'est que des lésions interstitielles. On mélange, il ne faut pas mélanger les ruptures massives et les ruptures irréparables. C'est-à-dire on peut avoir des ruptures de 3 tendons qui finalement se réparent très bien, alors qu'on a des ruptures de 2 tendons un peu rétractés qui sont très difficiles à réparer. Donc, faut pas se dire, il y a beaucoup de tendons, ça va être difficile, ça va être irréparable. Il faut évaluer la rétraction. Donc en 3 stades, au-dessus de l'insertion humérale, au-dessus de la tête et au-dessus de la glène. En gros, à partir de les lésions qui vont jusqu'à la glène sont plus difficiles à réparer. Il faut savoir aussi que le caractère récent ou ancien peut entraîner une réductibilité variable, c'est-à-dire qu'on a des ruptures massives récentes qui sont plus faciles à réparer que des ruptures intermédiaires anciennes, surtout dans les coiffes de sujets âgés avec des coiffes fines, scléreuses, multi-infiltrées. Le muscle, c'est central, on l'étudie, les gens ne regardent pas assez, donc il faut regarder l'atrophicité et la dégénérescence musculaire. L'atrophicité, c'est un facteur qui peut être régressif après réparation, tandis que la dégénérescence musculaire, qui a été bien étudiée par Daniel Goutallier, quand elle est évoluée, quand il y a plus de gras que de muscles, les résultats de la réparation sont mauvais. Voilà, les résultats cliniques de la réparation. Enfin, il faut étudier l'articulation. Il faut savoir qu'une omarthrose, si elle est débutante, ça ne contre-indique pas une réparation de coiffe. C'est complètement différent d'une omarthrose excentrée. Omarthrose débutante plus rupture de coiffe, ce n'est pas une omarthrose excentrée. Une omarthrose excentrée, c'est vraiment une excentration, au stade Amada 4 ou 5. Enfin, c'est très important d'étudier la partie antérieure de la coiffe, parce qu'elle est centrale, elle est responsable des douleurs, des lésions du biceps et du sous-scapulaire. Donc il faut bien analyser les coupes transversales. On voit une rupture avec une excentration antérieure, un contact coracoïdien. Notamment, donc cette atteinte antérieure, elle peut provoquer donc une instabilité du biceps, comme en a parlé Valérie. C'est un tournant évolutif dans la rupture de coiffe et dans ce cas, l'indication chirurgicale arthroscopique est formelle. C'est synonyme de chirurgie, hormis les cas de rupture salvatrice du tendon qui peuvent amener une antalgie.
Le biceps, c'est quoi son rôle? Il a un rôle qui est quand même accessoire. Ça, c'est un rôle sur coiffe saine. On sait que le rôle sur coiffe rompue est plutôt un rôle parasite. Donc, faut pas le problème du biceps. Et le rôle du biceps dans une rupture de coiffe, c'est juste de faire mal. Sous arthroscopie, finalement, c'est la confrontation arthroscopique qui a le dernier mot. Dans un premier temps, il faut faire un geste sur le biceps dans la plupart des cas, sauf s'il est impeccable. Dans la plupart du temps, on réalise une ténotomie. La ténodèse peut être proposée, mais je pense que dans les ruptures larges et tendues, c'est pas le problème. Et je pense pas qu'il faille pousser à la ténodèse à une simple visée esthétique dans les ruptures étendues. On risque d'avoir des douleurs secondaires. Alors que le but de l'opération est de viser l'antalgie. La réparation, justement, même dans les ruptures étendues, ça ne coûte pas grand-chose tant qu'on est sous arthroscopie de regarder un petit peu comment la coiffe revient. Des fois, si on libère bien la face superficielle et profonde, on a des coiffes massives qui reviennent bien. Il faut les réparer, bien sûr, si on n'a pas trop de traction, et sinon, on peut faire une réparation partielle. Juste du haut-banc antérieur ou postérieur, ça permet de recentrer une coiffe, puisque je vous ai dit qu'une rupture du supraépineux, théoriquement, n'excentre pas la coiffe. Si on arrive à faire une réparation des haut-bancs antérieur et postérieur, on peut avoir un gain fonctionnel, même si la réparation n'est pas complète. C'est important, le sous-scapulaire est responsable de plus de 50% de la force de la coiffe, et donc son atteinte doit pousser à tenter une réparation. On voit mal toute une partie inférieure du sous-scapulaire. Souvent, les lésions commencent de la partie supérieure, vous le savez, au contact du biceps. Et c'est souvent caché par un fascia cicatriciel qu'il faut savoir aller nettoyer pour bien la réparer. La partie inférieure du sous-scapulaire est, vous savez, croisée du nerf axillaire, donc c'est une réparation qui peut être dangereuse. Un petit mot quand même sur les atteintes du nerf suprascapulaire. Il y a pas mal d'auteurs qui parlent dans ces ruptures, dans les ruptures étendues, du sous-épineux, étendu au sous-épineux assez rétracté, de compression un petit peu fonctionnelle du nerf suprascapulaire, qui peuvent être responsables de tableaux d'atrophie un petit peu paradoxal, des gens qui vont vraiment très mal alors qu'il n'y a pas une grosse rupture. Et ça peut être une cause de mauvais résultat d'une réparation qui a bien été faite dans les grosses ruptures. Donc il y a des auteurs qui ont proposé, dans le même temps que les réparations, ou même que les réparations partielles, une libération du nerf suprascapulaire. L'acromioplastie et l'acromioclaviculaire, donc ça c'est central. Je pense que dans les ruptures, là tout le monde est d'accord, dans les ruptures étendues de coiffe ou les ruptures mal réparées où on a fait une réparation partielle, il faut vraiment avoir une acromioplastie à minima, parce que c'est ce qui va retenir l'excentration de la tête. Donc très peu touché à l'acromioplastie, à l'acromion, sauf si on a besoin pour s'exposer. Donc juste le minimum. L'acromioclaviculaire c'est plus complexe, on a plein d'imageries qui retrouvent des lésions acromioclaviculaires, et même cliniquement, il y a plein de gens qui ont une rupture de coiffe, qui se plaignent de douleurs précisément acromioclaviculaires, qui sont finalement que des douleurs de contrainte, parce qu'ils travaillent que dans la scapulo-thoracique, et le fait de réparer la coiffe va faire diminuer les douleurs acromioclaviculaires sans y toucher. C'est pas anodin de toucher à l'acromioclaviculaire, quand même, c'est source de douleur, de saignement, et surtout, ça peut créer des douleurs. Donc, on peut juste aplanir l'ostéophyte inférieur, mais il faut se méfier de ne pas rendre une acromioclave qui était indolore, souvent ankylosée, en la réséquant. Des fois, on n'a pas une résection complète et on peut donner des douleurs à un patient qui n'en avait pas sur cette zone-là. Les résultats, évidemment, ils sont meilleurs après une ténotomie, enfin ils sont plus rapides après une ténotomie isolée dans ces ruptures difficilement réparables que quand on a fait une réparation de coiffe massive ou partielle, où le patient peut mettre plus de 6 mois à 1 an pour récupérer. Les résultats, ils sont bons sur la douleur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais un petit peu moins bons sur la force, et il faut prévenir quand même que les gens vont devoir diminuer leur activité. Il y a un taux plus élevé de rupture itérative dans ces réparations partielles. Chez des sujets jeunes se pose la question de techniques un petit peu moins conventionnelles quand on a un échec de réparation. Ces techniques moins conventionnelles, bon, je vous parle un mot du PRP, c'est pas vraiment le problème central, mais il y a des chirurgiens qui proposent d'injecter des PRP dans les ruptures en disant que ça va favoriser la cicatrisation. Je pense que c'est pas le problème dans les ruptures complètes.
C'est surtout un effet marketing, on va dire. Surtout que quand on fait une opération sous arthroscopie, rien que le saignement de l'exposition amène des plaquettes, des globules rouges, de tout un tas de facteurs de croissance sans qu'on ait besoin d'injecter quoi que ce soit. Le deuxième volet de traitement qui est quand même à la mode en ce moment, qui revient à la mode, c'est les lambeaux. Il y a eu pas mal de lambeaux. Bon, il y a eu le lambeau de deltoïde, on va dire que c'était, je pense, une erreur parce qu'on abîme un muscle qui risque de servir plus tard pour la pose d'une prothèse inversée. Les lambeaux pour les ruptures antérieures de grand pectoral, de petit pectoral sont juste pratiqués par Christian Gerbert en Suisse principalement, peu en France. Et finalement, il y a le lambeau de grand dorsal qui peut redonner de la rotation externe. Ça ne va pas empêcher une tête de monter, ça ne va pas évoluer, ça ne va pas empêcher au arthro l'évolution arthrosique, mais ça peut redonner un peu de rotation externe. Donc ça se propose dans les cas où on a un bon sous-scapulaire. Il ne faut pas le proposer si on n'a pas de bon sous-scapulaire, sinon on va entraîner une excentration antérieure. Et il faut que les gens aient un minimum d'abduction. Ce n'est pas les épaules pseudo-paralytiques à qui on peut proposer un lambeau de dorsal. Il faut qu'il y ait un début d'abduction actif. Voilà, c'est une aide et on peut leur donner de la rotation externe. Alors, les chirurgiens que je connais qui en font beaucoup me disent ça marche un cas sur deux. Voilà, voilà. Donc c'est pas non plus la panacée. Quand on a un patient de 45 ans qui a une perte de force, et on peut être amené à lui proposer. Les substituts, c'est des patchs, vous avez dû entendre le nom de Grave Jacket, c'est des patchs porcins ou bovins. C'est pas validé, il y a des études juste animales. Et les gens qui en ont posé ont dans leur série jusqu'à 20% de réactions inflammatoires. Donc je pense qu'il faut laisser ça dans le domaine de la recherche. Et enfin, vous avez déjà dû voir dans des comptes rendus de certains chirurgiens de l'épaule parisiens la pose de ballon sous acromio. Ça semble donner de bons résultats pendant quelques mois. Voilà, c'est tout. Alors, qu'elle soit opérée ou non, ça c'est important, qu'elle soit opérée ou non, ces épaules, elles peuvent évoluer vers l'homarthrose excentrée, mais c'est pas systématique. On a plein de ruptures massives, pareil, qui vont très bien, qui évoluent pas vers l'homarthrose. Donc, on peut pas, c'est quelque chose de pas prévisible. Même si à ce stade, on peut proposer quand même une ténotomie du biceps. Ça peut enlever quelques douleurs. On est amené à avoir la solution prothétique. Alors, les prothèses anatomiques, comme je vous ai mis, ont donné des échecs par effet d'excentration et de contrainte excentrique sur le composant glénoïdien avec des décèlements précoces de glène. Donc la prothèse anatomique doit être évitée dans ce type de pathologie, et c'est pour ça qu'on est amené à poser des prothèses inversées. Donc le but en pratique, c'est de médialiser le centre de rotation pour redonner un effet starter de l'abduction au deltoïde. Ça donne des bons résultats rapidement, avec une bonne abduction, une bonne antépulsion, mais il ne faut pas leur promettre de leur restaurer toutes les rotations. Enfin, voilà, la coiffe de rotateur n'est pas remplacée par une prothèse inversée. On peut avoir une rotation interne, une rotation externe, mais souvent on a un secteur privilégié du fait du positionnement des implants. Voilà, ils vont soit se toucher la fesse, soit avoir une rotation externe. Mais la plupart n'auront pas les deux rotations. Tu peux conclure ? Oui, voilà, c'est la conclusion. Et puis la prothèse inversée, c'est ma dernière diapo, n'est pas dénuée de complications. Donc on voit trop de patients à qui on propose à 55-60 ans des prothèses inversées. C'est vraiment une erreur, parce que c'est des prothèses qui ont quand même une durée de vie qui n'est pas si longue que ça. Donc il faut vraiment la réserver, je pense, aux patients de plus de 70 ans, pour être raisonnable. Ça donne des échecs, ça peut se luxer, une prothèse inversée. Et surtout, il y a quand même, de façon quasiment systématique, des encoches du pilier de l'omoplate qui ne sont pas forcément symptomatiques, mais qui peuvent aboutir à des catastrophes. Voilà, je vous remercie.